Bonjour à vous voyageurs. Vous est-il déjà arrivé de vous demander si vous étiez dans une sorte de réalité alternative, dans un endroit qui vous suggère des souvenirs, mais qui n'est pas exactement comme il devrait être? Sur Internet, des photos de lieux à la fois étranges et familiers suscitent des discussions sans fin, plongeant leurs participants dans un sentiment partagé entre rêve et hallucination. Ce sont les espaces liminaires ou liminal space. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne, la carte du surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise et je sors au moins 2 vidéos par semaine. J'étudie des lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Alors, si ces sujets vous intéressent, vous savez quoi faire et c'est parti. Lorsque j'ai pour la première fois entendu parler des espaces liminaires, j'ai immédiatement été fascinée. Nous avons plusieurs fois parlé sur cette chaîne d'endroits étranges, mystérieux, mais nous n'avons pas encore abordé les lieux imaginaires. Car si un espace liminal est montré de façon réaliste à travers des photos, il est avant tout l'endroit de nos émotions. Décrits comme une esthétique, ces lieux peuvent transmettre des ambiances d'étrangeté, de surréalisme, de nostalgie ou de tristesse, et susciter à la fois confort et malaise. Il est difficile de décrire exactement ces espaces qui sont souvent des entre-deux, des lieux de transition. Des cages d'escalier, des routes, des couloirs ou des hôtels qui deviennent à travers ces représentations troublants et quelque part effrayants. L'essence d'un espace liminaire est qu'il est dépourvu de personne, alors qu'on imagine qu'il devrait être habité. J'ai longuement cherché dans ma mémoire des souvenirs de cette émotion, de cette impression, et je suis retournée sur les traces d'un lieu qui m'avait interpellée. Ce que vous voyez est donc mon espace liminal. Celui qui suscite pour moi ce sentiment à la fois de fascination et d'étrangeté, celui où j'imagine en même temps un vide infini, mais aussi des recoins potentiellement habités. Ce lieu, je pense l'avoir encore plus souvent visité en rêve qu'en réalité. Il a hanté mes rêves, j'y suis retournée encore et encore, sans jamais y trouver une quelconque logique. À chaque fois, une porte différente s'ouvrait sur un autre couloir, une autre porte, une autre sensation d'abysse sans fin. En 2019, une image portée sur 4chan est devenue virale. À la base, c'était une creepypasta, ces légendes urbaines censées être effrayantes et suscitant des reprises par d'autres internautes. Elle représentait un couloir tapissé de jaune, accompagné de la phrase « En franchissant les limites du monde réel, on peut accéder au backroom ». Cette limite entre la réalité et la fiction, parfois effrayante, est au cœur du principe littéraire fantastique. Au contraire de la fantaisie où le surnaturel est accepté comme normal, le fantastique voit l'introduction d'un élément étrange et inexplicable dans une réalité censée être rationnelle. Tout comme pour Alice, qui glisse dans un trou de lapin pour tomber dans un monde parallèle, la plupart des espaces imaginaires ont une porte. Et celle-ci représente le passage d'un monde à l'autre. La backroom, c'est ce qu'il se passe de l'autre côté.
Si vous êtes imprudent et que vous no-clippez de la réalité au mauvais endroit, vous vous retrouverez dans les backrooms, où il n'y a rien d'autre que la puanteur de la vieille moquette humide, la folie du monochrome jaune au bourdonnement incessant des néons, piégés dans approximativement 600 millions de miles de pièces vides segmentées au hasard. Que Dieu vous protège si vous entendez quelque chose errer à proximité, parce qu'il est certain que cette chose vous a entendu. Dans le monde peuplé d'êtres étranges qu'est Internet, derrière cette porte, tout est potentiellement terrifiant. Terrifiant de profondeur, d'inconnu et de vide. Et cet échec de présence, Mark Fisher en parle comme étant l'un des éléments fondateurs de l'esthétique de l'étrange. Fisher parlait aussi de l'anthologie pour décrire un sens diffus de la culture contemporaine qui serait hanté par les futurs perdus de la modernité. Ce n'est peut-être d'ailleurs pas un hasard si les espaces liminaires sont apparus en 2019, à la veille d'une pandémie mondiale qui riva notre humanité devant ses écrans, devenue seule porte pour échapper à une réalité incompréhensible. Les backrooms sont des espaces caractérisés par de grandes pièces vides et répétitives, donnant une sensation de déjà-vu à tous ceux qui s'y aventureraient. Accessibles depuis les espaces liminaires, ces éléments ont participé à la création d'esthétiques variées, comme le weirdcore, le dreamcore, le traumacore, le kidcore ou encore le nostalgiacore. Toutes ces idées ne sont pas nouvelles, il existait bien avant des genres identiques. Mais dans le cas des espaces liminaires et de leur univers particulier, une sorte d'implacable inéluctabilité de l'horreur, ou du moins de la terreur, semble s'être ajoutée, anticipant une forme de traumatisme auto-suggéré. Là où les esthétiques punk ou apocalyptiques imaginaient un futur certes détruit ou déstructuré mais survivant malgré tout, désormais les angoisses semblent se cristalliser vers une chute sans fin dans un monde à cheval entre une fiction angoissante et un réel inimaginable. Et s'ils se nomment liminaires, c'est parce que ces espaces correspondent à une idée très particulière. La liminarité est une étape constitutive du rituel, selon la théorie d'Arnold van Gennep. Le rituel en tant que tel est composé de 3 étapes. La première est la séparation de l'individu par rapport au groupe. La seconde, c'est la liminarité, période pendant laquelle l'individu n'a plus son ancien statut, ni encore le nouveau. Troisième étape, la réincorporation dans le groupe avec un nouveau statut. Cette seconde étape, dite liminaire, est une transition caractérisée par son indétermination.
Ces lieux sont donc des représentations de ce statut, que l'on peut penser être une métaphore de l'adolescence, mais surtout font converger de terribles doutes sur notre avenir. Dans un monde polarisé et insaisissable, où tout semble inéluctable, les espaces liminaires sont des portes par lesquelles on peut s'échapper, tout en sachant qu'on n'en ressortira probablement plus. Serait-il alors plus confortable de rester dans cet entre-deux que de revenir à une réalité incertaine ? Vaut-il mieux affronter ses peurs les plus profondes que la vacuité d'un monde auquel on ne s'identifie plus ? Dans ma vidéo sur la cité fortifiée de Kowloon, nous avons déjà parlé de ces concepts. Entrer dans Kowloon, c'était sans certitude ni sur ce qui allait s'y passer, ni de savoir comment on allait en sortir, et surtout dans ce labyrinthe de câbles, de tuyaux et d'activités illégales, sans vraiment être sûr du chemin que l'on allait parcourir. Et Kowloon, tout comme le Monster Building de Hong Kong, ont alimenté une esthétique particulière, à la fois angoissante, fascinante et imaginaire, comme les espaces liminaires. Et ils ont en commun d'alimenter une idée angoissante du futur, une vision où les limites entre la technologie et notre quotidien brouillent les frontières de nos capacités à appréhender le réel. Selon Wikipédia, une recherche publiée dans le Journal de la psychologie environnementale indique que les espaces liminaires peuvent paraître irréels ou étranges parce qu'ils se situent dans une vallée de l'étrange d'architecture et de lieux physiques. Ce terme de vallée de l'étrange a été proposé en 1970 par le roboticien japonais Masahiro Mori. Il désigne le malaise que l'on peut ressentir lorsque l'on est à la frontière entre la réalité et la confusion. La vallée de l'étrange désigne à l'origine le fait que plus un robot est humanoïde, plus ses imperfections nous semblent monstrueuses. Il y aurait en quelque sorte une frontière visuelle liée au ressenti à ne pas dépasser lorsqu'il s'agit de réaliser des robots ressemblant à des êtres humains. Et ce serait, au-delà d'un certain degré de réalisme dans l'imitation, selon cette théorie, que les robots humanoïdes seront mieux acceptés. Si la vallée de l'étrange est conceptuellement liée aux espaces liminaires, ce n'est selon moi pas uniquement car le journal de psychologie environnementale l'affirme. Je trouve qu'il y a un lien évident dans le fait d'attribuer un paysage visuel, une architecture, une géomorphie au sentiment de malaise. L'espace liminaire est là pour nous rappeler l'étrangeté mentale de nos sentiments, et à celle-ci nous donnons des couleurs, des formes, des portes et des couloirs. La vallée de l'étrange, dont la traduction Uncanny Valley serait plus précisément, je pense, le seuil de l'ambiguïté, est aussi un espace mental, où l'on bascule d'une réalité plus ou moins confortable à un malaise si inattendu qu'il en devient irréel.
Dans les deux cas, ce que l'on voit est censé être explicable et compréhensible, mais soulève une émotion dérangeante qui nous pousse à nous interroger non pas sur ce que l'on voit, mais au contraire sur ce que l'on ne voit pas. Derrière les portes des espaces liminaux, au détour de ces couloirs, se cachent nos plus grandes peurs, celles que l'on n'ose pas s'avouer. Et la vallée de l'étrange se présente quand nous ne pouvons plus accepter l'imparfaite imposture d'une machine déguisée en humain. Ce malaise indicible ne pouvant s'exprimer par des mots, il devient espace physique par le truchement d'une sorte de synesthésie partagée. Ce que l'on ne peut expliquer, on le dit en images. Ces images forment des vallées, des monts, des couloirs et des espaces qui manquent des autres, qui sont inhabités, car ils illustrent notre incapacité à partager ce qui nous traverse. On parle aussi du gouffre de la dépression, des montagnes russes des émotions, ou encore du désert de la solitude. Tous ces endroits imagent nos pensées en architecture visuelle. Et si l'inverse était possible ? Et si des lieux pouvaient nous transporter, à travers le parcours qu'ils proposent, dans des espaces mentaux ? On ne parle pas là de simples labyrinthes ou expositions, mais bien d'architecture complète ayant le pouvoir de transformer nos émotions, de véritables lieux de transmutation. C'est justement l'objet d'une de mes enquêtes en cours dont je vous parlerai prochainement. D'ici là, si vous voulez soutenir mon travail, vous savez quoi faire. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes. Ciao!